La Russie vient de donner à l'Iran l'arme qui change tout. La Russie vient de transférer environ 400 missiles de croisière à l'Iran. Et avec cette seule livraison, la capacité de frappe de précision de l'Iran s'étend désormais à des cibles qu'il ne pouvait auparavant atteindre efficacement. Ce n'est pas une amélioration marginale, ce n'est pas l'Iran qui ajoute quelques roquettes de plus à son arsenal existant. C'est un changement fondamental dans ce que l'Iran peut menacer de détruire de manière crédible avec précision. Et cela modifie le calcul stratégique de chaque commandant américain, de chaque planificateur israélien et de chaque négociant pétrolier opérant dans la région. Dans cette analyse, je vais détailler exactement ce qui a été transféré, montrer précisément comment cela modifie la carte des portées de frappe, expliquer ce que cela signifie pour les marchés pétroliers et les investissements de défense, et passer en revue 3 scénarios sur la manière dont cela pourrait évoluer au cours des 12 prochains mois. Commençons par ce que nous savons réellement. Pendant des décennies, le programme balistique iranien a été contraint par une limite fondamentale, le compromis entre portée et précision. L'Iran a toujours été capable de fabriquer des missiles qui vont loin. Sa série Shahab atteint 2300 km. Les variantes Ghadr poussent cette portée à près de 2000 km. Sur le papier, ces chiffres paraissent impressionnants. Mais il s'agit de missiles balistiques. Et les missiles balistiques présentent des limites critiques que la plupart des gens n'apprécient pas pleinement. Un missile balistique suit une trajectoire prévisible. Il monte, atteint son apogée, puis redescend. Cette trajectoire peut être suivie par radar dès le moment du lancement. Des systèmes de défense comme Patriot et THAAD sont spécifiquement conçus pour intercepter ces trajectoires prévisibles. Et surtout, les missiles balistiques, en particulier les modèles plus anciens, n'ont pas la précision nécessaire pour détruire de façon fiable des cibles précises. Quand l'Iran lance un missile balistique sur une base militaire, il frappe en réalité quelque part dans une zone de la taille d'un terrain de football s'il a de la chance. Il peut toucher le périmètre de la base, il peut toucher un parking vide, il peut manquer complètement sa cible. C'est pourquoi les attaques aux missiles balistiques, tout en ayant un fort impact psychologique, causent rarement des dégâts militaires décisifs contre des cibles durcies ou dispersées. Les missiles de croisière sont une arme totalement différente. Un missile de croisière vole à basse altitude, souvent à moins de 100 m, en épousant le relief pour éviter la détection radar. Il ne suit pas une trajectoire prévisible. Il peut corriger sa route à plusieurs reprises, en vol, grâce au guidage GPS, à la navigation par correspondance de terrain ou à des autodirecteurs terminaux. Et surtout, les missiles de croisière modernes frappent avec une précision métrique, pas avec la précision d'un terrain de football, une précision métrique. La différence, c'est celle qu'il y a entre espérer toucher quelque chose d'important et savoir que l'on va frapper le bâtiment précis, l'entrée de bunker précise, le centre de commandement précis que l'on vise. Le problème de l'Iran a toujours été le même. Produire des missiles de croisière à grande échelle exige des technologies qu'il a eu du mal à développer sur le plan national. Des turboréacteurs capables de soutenir un vol de longue portée, des systèmes de guidage avancés capables de naviguer sans correction extérieure et des composants électroniques miniaturisés capables de survivre à l'environnement du vol. L'Iran a progressé sur tous ces points, mais ces missiles de croisière indigènes restent limités en portée et leur fiabilité reste discutable. La Russie vient de résoudre ce problème avec une seule série de vols cargo. Selon de multiples évaluations du renseignement, des analyses open source de suivi des vols et des informations publiées par Reuters, le Wall Street Journal et d'autres grands médias, la Russie a transféré à l'Iran environ 400 missiles de croisière au cours des dernières semaines. Les systèmes concernés comprendraient, selon les informations disponibles, des variantes du Kshinkant 5, un missile de croisière soviétique aéroporté, conçu à l'origine pour emporter des ogives nucléaires, et peut être des modèles plus récents cache, un 01 doté d'une précision encore supérieure. Si ces informations sont exactes, il s'agit de la plus importante amélioration de la capacité de frappe offensive iranienne depuis au moins 2 décennies, peut être même de toute son histoire. Laissez-moi vous présenter les éléments. À partir de la fin mars, des analystes open source surveillant les données de suivi aérien ont remarqué une configuration inhabituelle.
Des Antonov An, un 2-4 russe, des avions de transport lourds parmi les plus grands au monde, spécifiquement conçus pour transporter du matériel militaire, ont commencé à effectuer des vols répétés entre des bases aériennes russes et des installations militaires iraniennes. Ce n'étaient pas des vols ordinaires. Les appareils volaient avec leurs transpondeurs désactivés par intermittence, ils empruntaient des routes indirectes pour éviter certains espaces aériens, et ils atterrissaient spécifiquement sur des sites militaires, la base aérienne de Mehrabad près de Téhéran et des installations près d'Ispahan, plutôt que dans des aéroports civils. Sur une période de 6 semaines, les analystes ont suivi au moins 17 vols confirmés correspondant à ce schéma. Compte tenu de la capacité d'emport de l'an, un 2-4, et des dimensions physiques des missiles Ki-55, ces vols auraient pu transporter entre 300 et 5 selon la configuration. Les agences de renseignement américaines et européennes auraient estimé que la cargaison comprenait bien des composants de missiles de croisière. Plusieurs responsables interrogés par de grands médias ont confirmé que des missiles de croisière aéroportés Kh-55 faisaient partie du transfert avec des systèmes de guidage associés et, potentiellement, des conseillers techniques chargés d'aider à leur intégration. Le Kh-55 mérite une attention particulière car il représente un saut générationnel par rapport à tout ce que l'Iran a produit sur le plan national. Développé à l'origine par l'Union soviétique dans les années 1970 et 1980, le Kh-55 a été conçu comme un système de frappe nucléaire pour bombardiers stratégiques. La variante conventionnelle, celle que l'Iran aurait reçue, a une portée d'environ 2500 km. Elle emporte une ogive explosive de 400 kg et elle combine navigation inertielle, radar de suivi de terrain et mise à jour GPS pour atteindre un écart circulaire probable d'environ 15 m. Pour mettre ce niveau de précision en perspective, les meilleurs missiles de croisière indigènes iraniens ont une précision estimée entre 50 et 100 m. Le Kh-55 est 4 à 6 fois plus précis. C'est la différence entre toucher un bâtiment et toucher une pièce précise à l'intérieur de ce bâtiment. L'estimation de 400 missiles repose sur le recoupement de plusieurs éléments. Le nombre et la capacité d'emport des vols confirmés, les évaluations du renseignement citées par les grandes publications et l'analyse des mouvements d'inventaire militaire russe qui suggèrent une diminution des stocks plus anciens de Kh-55. Je veux être clair sur le plan méthodologique. Il s'agit d'une estimation, pas d'un décompte confirmé. Le nombre réel pourrait être inférieur si certains vols transportaient des pièces détachées ou d'autres équipements. Il pourrait aussi être supérieur si des transferts supplémentaires ont eu lieu par voie terrestre à travers la région caspienne, ce qui serait beaucoup plus difficile à suivre. Mais même si le nombre réel est de 250 missiles et non de 400, les implications stratégiques restent profondes. Ce transfert ne s'est pas produit isolément. Il fait suite à la fourniture par l'Iran de milliers de drones Shahed à la Russie pour la guerre en Ukraine, plus de 4000 unités selon des responsables militaires ukrainiens. Le transfert de missiles de croisière semble être un arrangement réciproque direct. Des drones iraniens allant vers l'ouest pour soutenir la guerre de la Russie, des missiles russes allant vers le sud pour renforcer la capacité de dissuasion de l'Iran. Mais voici ce qui rend cette évolution fondamentalement différente des coopérations militaires précédentes entre la Russie et l'Iran. Les transferts précédents portaient sur des systèmes défensifs. Le système de défense aérienne S-300, vendu par la Russie à l'Iran en 2006, était conçu pour protéger l'espace aérien iranien contre une attaque. C'était un bouclier, pas une épée. Les missiles de croisière sont des armes offensives. Ils sont conçus pour frapper des cibles à longue distance avec précision. Cette distinction compte énormément lorsqu'on examine ce que l'Iran peut désormais menacer de façon crédible. Laissez-moi vous montrer comment la carte a changé. Avant ce transfert, l'enveloppe de frappe de précision iranienne s'étendait à environ 700 à 800 km de ses frontières. Cette portée, couverte par les missiles de croisière sous-marins indigènes et des systèmes similaires, plaçait les États du Golfe, la majeure partie du Irak et certaines régions de l'Arabie Saoudite à portée. Significatif, mais limité. Le Kh-55 étend cette enveloppe à 2500 km. Regardez ce qui tombe à l'intérieur de ce cercle. Chaque installation militaire américaine dans la région du Golfe se trouve désormais à portée de missiles de croisière de précision.
La base aérienne d'Al-Udeid, au Qatar, accueille environ 11 000 militaires américains et sert de quartier général avancé au commandement central des États-Unis. La base aérienne d'Al-Dafra, aux Émirats arabes unis, abrite des escadrons de F-35 et des aéronefs de surveillance critique. Camp Arif Shan, au Koweït, soutient 15 000 personnels. L'installation navale de soutien de Bahreïn sert de quartier général à la 5e flotte. Ces bases étaient déjà à portée des missiles balistiques iraniens. Mais il existe une différence massive entre être visé par des armes qui peuvent toucher votre base quelque part et être visé par des armes capables de frapper précisément votre bâtiment de commandement. Une attaque de missiles balistiques contre Al-Udeid pourrait creuser une piste. Une attaque de missiles de croisière pourrait détruire le centre combiné des opérations aériennes, le centre névralgique qui coordonne l'ensemble des opérations aériennes américaines dans 21 pays. Les infrastructures stratégiques israéliennes sont désormais, elles aussi, à portée de frappe de précision. Tel Aviv se trouve à environ 1600 km des sites de lancement situés dans l'ouest de l'Iran. Le site nucléaire de Dimona, dans le désert du Negev, au cœur du programme nucléaire israélien, est à environ 1300 km. Les deux sont désormais vulnérables à des armes suffisamment précises pour frapper des structures précises à l'intérieur de ces complexes. Les installations de l'OTAN en Méditerranée orientale tombent aussi dans cette enveloppe. La base aérienne d'Incirlik en Turquie, où les États-Unis stockent environ 50 bombes nucléaires gravitationnelles boissantes, et se trouve à environ 1800 km de l'Iran. Les implications du fait que des missiles de croisière de précision puissent atteindre un site de stockage d'armes nucléaires n'ont pas besoin d'être davantage développées. Et les infrastructures énergétiques critiques dans tout le Golfe sont désormais vulnérables d'une manière qu'elles ne l'étaient tout simplement pas auparavant. Le terminal pétrolier de Ras Tanura, en Arabie Saoudite, la plus grande installation offshore de chargement pétrolier au monde, traitant environ 6-5 millions de barils par jour, se trouve désormais à portée de frappe de précision. L'installation de traitement d'Abqaiq, qui traite près de 7 millions de barils par jour, est exposée de la même manière. Laissez-moi être précis sur le basculement opérationnel que cela représente. Avant ce transfert, menacer ces cibles obligeait l'Iran à utiliser des missiles balistiques à la précision limitée et au taux d'interception relativement élevé. Des systèmes de défense comme Patriot pouvaient réduire de façon significative l'efficacité d'une attaque. L'incertitude sur la capacité réelle des missiles à toucher des cibles importantes réduisait fortement leur valeur dissuasive. Après ce transfert, l'Iran peut lancer des missiles de croisière volant à basse altitude, beaucoup plus difficiles à détecter et à intercepter. Il peut viser des bâtiments précis plutôt que des zones générales de base, et il peut le faire avec suffisamment de missiles pour saturer les défenses ponctuelles. Si l'Iran lançait simultanément 50 missiles de croisière contre Ras Tanura, les défenses actuelles en intercepteraient une partie, probablement pas tous. Et il suffit de quelques frappes précises sur des infrastructures critiques de chargement pour interrompre les opérations pendant des semaines. Cela change le modèle de risque pour tout ce qui se passe dans le Golfe Persique. Pour les observateurs centrés sur les marchés, la question essentielle reste toujours la même. Quel effet cela a-t-il sur les prix, les secteurs et le positionnement ? Les prix du pétrole intègrent désormais une prime de risque géopolitique élevée qui a peu de chances de disparaître rapidement. Depuis l'apparition des informations sur ce transfert, le Brent a gagné environ 6 à 8 dollars par baril dans ce que les traders appellent une prime géopolitique, ce surcoût reflétant le risque de conflit dans les régions productrices. Le calcul est simple. Avant le transfert, la probabilité de frappe de précision réussie contre les infrastructures énergétiques du Golfe était jugée relativement faible, les missiles balistiques sont traçables, les taux d'interception sont significatifs. Les limites de précision réduisent les dégâts attendus. Après le transfert, cette évaluation change. Les missiles de croisière sont plus difficiles à intercepter, plus précis et peuvent être lancés en salves conçues pour saturer les défenses ponctuelles. La valeur attendue des dégâts potentiels sur les infrastructures énergétiques a augmenté et les marchés l'intègrent dans les prix. Cette prime persistera tant que les missiles ne seront pas neutralisés par une action militaire, ce qui paraît peu probable, ou tant que la situation géopolitique ne se détendra pas de manière significative, ce qui paraît également peu probable à court terme. C'est là tout le problème du théâtre de la force à la Trump. Le slogan ne coûte pas cher, la prime d'assurance. Si.
Les coûts du transport maritime et de l'assurance ont eux aussi nettement augmenté. Le Lloyd's de Londres, le plus grand marché d'assurance au monde, aurait relevé d'environ 40% les primes de risque de guerre pour les navires transitant par le golfe Persique depuis avril. Chaque pétrolier qui transporte du pétrole à travers le détroit d'Ormuz coûte désormais plus cher à assurer. Ces coûts se répercutent sur le prix du pétrole, puis sur les produits raffinés, puis sur les consommateurs à la pompe. Si vous vous demandez pourquoi les prix de l'essence restent élevés alors même que le brut n'a pas atteint des sommets extrêmes, le risque accru sur le transport maritime fait partie de la réponse. Les valeurs du secteur de la défense ont réagi de manière prévisible. Raytheon, qui fabrique les missiles de croisière Tomahawk et les intercepteurs Patriot, a progressé d'environ 12% depuis l'apparition des informations sur le transfert. Lockheed Martin, qui produit le THAAD et divers composants de défense antimissiles, a enregistré des gains comparables. La logique du marché est simple. Si la capacité offensive de l'Iran s'est accrue, les alliés régionaux devront renforcer leur système défensif. L'Arabie Saoudite, les Émirats Arabes Unis, le Qatar et d'autres sont tous des clients probables pour des batteries Patriot supplémentaires et potentiellement pour des déploiements de THAAD. Cela ouvre un pipeline d'achat important. Les actifs refuges ont eux aussi enregistré des flux institutionnels accrus. L'or a gagné environ 4% depuis les informations sur le transfert, avec des entrées dans les ETF indiquant que les investisseurs professionnels se couvrent contre des scénarios d'escalade. Je vais maintenant passer en revue 3 scénarios sur la manière dont cette situation pourrait évoluer au cours des 12 prochains mois. Dans le premier scénario, la dissuasion tient. Le transfert de missiles remplit exactement la fonction prévue, une dissuasion qui modifie les calculs de l'adversaire sans être utilisée. L'élargissement de la capacité de frappe iranienne pousse les planificateurs américains et israéliens à plus de prudence face à d'éventuelles opérations offensives contre les installations nucléaires iraniennes ou des actifs militaires iraniens. Les missiles restent inutilisés, mais leur existence limite les options du camp opposé. J'estime que c'est le scénario le plus probable, à environ 50%. Pourquoi ? Parce que les dirigeants iraniens ont historiquement préféré accumuler des capacités plutôt que les consommer. Des missiles non utilisés représentent une menace permanente. Des missiles utilisés, c'est un lanceur vide et une invitation à des représailles d'une ampleur que l'Iran ne peut pas absorber. Pour les marchés, ce scénario signifie qu'une prime pétrolière élevée persiste, mais sans flambée spectaculaire. Les valeurs de défense conservent leurs gains. Une normalisation graduelle suit sur 12 à 18 mois si aucun événement déclencheur ne survient. Dans le deuxième scénario, l'Iran ou ses relais utilisent un petit nombre de missiles de croisière pour démontrer leur capacité sans déclencher une escalade totale. Le vecteur le plus probable serait les forces houthistes au Yémen, frappant des infrastructures saoudiennes avec un soutien technique iranien et une intégration du guidage. La cible serait probablement économique plutôt que militaire. Une installation pétrolière, une usine de dessalement, un complexe portuaire, quelque chose qui provoque des dégâts mesurables et démontre une capacité de précision sans tuer directement un grand nombre de personnels américains ou israéliens. J'estime ce scénario à environ 35% sur les 12 prochains mois. Pour les marchés, ce scénario signifie que le pétrole grimpe temporairement vers 120 à 140 $, puis se stabilise à un niveau durablement élevé. Une forte perturbation du transport maritime s'ensuit. Les valeurs de défense progressent davantage. Des inquiétudes de récession apparaissent si les prix élevés persistent au-delà de 60 jours. Dans le troisième scénario, les missiles de croisière deviennent un élément d'un conflit régional plus large. Soit l'Iran les emploie en réponse à une frappe contre ses installations nucléaires, soit ils sont utilisés dans une confrontation directe autour du détroit d'Ormuz qui déborde au-delà de l'intention initiale. J'estime ce scénario à environ 15%, faible mais pas négligeable. Et ce n'est pas le type de risque extrême que l'on peut se permettre d'ignorer quand les conséquences impliquent une perturbation à grande échelle de l'approvisionnement énergétique mondial. C'est généralement à ce moment-là que le scénario miracle pro-Trump n'a plus de page, la fanfaronnade des chaînes d'infos ne peut toujours pas intercepter des missiles en approche. Pour les marchés, c'est le scénario qui change tout. Le pétrole pourrait dépasser 150 $ le baril. Le risque de récession mondiale devient le scénario central plutôt qu'un simple risque de queue.
D'importants replis des marchés actions se diffusent à la plupart des secteurs. Les valeurs de défense deviennent plus contrastées car l'incertitude liée au conflit l'emporte sur la logique des achats d'armement. L'or atteint de nouveaux sommets historiques alors que la fuite institutionnelle vers la sécurité devient écrasante. Les variables clés à surveiller dans les mois à venir sont précises et observables. Les négociations de l'AIA sur les activités nucléaires iraniennes et la question de savoir si les inspecteurs sont expulsés ou si l'accès leur est encore davantage restreint. Cela signalerait que les dirigeants iraniens s'orientent vers la confrontation plutôt que vers la négociation. Les signaux de préparation militaire israélienne. Il faut surveiller le rythme des exercices de l'armée de l'air israélienne, les avis de mobilisation des réservistes et les déclarations de hauts responsables militaires sur d'éventuelles fenêtres de frappe. Les changements de posture des forces américaines dans le Golfe. Si vous voyez des groupes aéronavals se repositionner vers la mer d'Arabie ou des ordres d'évacuation des personnes à charge être émis pour les bases du Golfe, il faudra revoir immédiatement ces estimations de probabilité à la hausse. Permettez-moi de résumer clairement cette évaluation stratégique. Le transfert par la Russie d'environ 400 missiles de croisière à l'Iran représente le renforcement le plus important de la capacité offensive iranienne depuis au moins 2 décennies. Le passage d'une force principalement balistique à une force mixte balistique-cruise change ce que l'Iran peut menacer de détruire de façon crédible avec une véritable précision. L'enveloppe pratique de frappe pour des armes à haute précision est passée d'environ 800 km à 2500 km, plaçant pour la première fois simultanément à portée de précision des bases américaines, des infrastructures israéliennes, des installations de l'OTAN et des actifs énergétiques du Golfe. Les marchés réagissent de manière rationnelle. Le pétrole intègre une prime de risque élevée. Les valeurs de défense reflètent des anticipations accrues de dépenses régionales. Les actifs refuges enregistrent des flux institutionnels. Le scénario le plus probable reste celui de la dissuasion. Des missiles comme présence menaçante plutôt que comme arme effectivement employée. Mais les risques extrêmes sont réels et un positionnement prudent doit tenir compte des scénarios moins probables mais à plus fort impact au lieu de supposer que le scénario central tiendra indéfiniment. C'est le genre d'évolution qui ne domine pas les titres des chaînes d'information pendant plus d'un cycle médiatique, mais qui modifie fondamentalement le paysage stratégique pour des années. L'Iran est objectivement plus dangereux aujourd'hui qu'il y a 3 mois. Non pas en raison d'un changement d'intention, mais en raison d'un changement de capacité quantifiable, documenté et confirmé par le renseignement. La capacité, elle, se moque des slogans de campagne, de la communication pro-Trump ou d'une nouvelle promesse calibrée pour les caméras selon laquelle tout serait sous contrôle. Et dans l'analyse stratégique, c'est la capacité qui compte. Les intentions peuvent changer du jour au lendemain. La capacité, elle, modifie durablement la carte.